J'accueille nos confrères d'Academ, la plateforme culture du FSJU, Elisheva Gottverstein et Youssef Morciano. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors à la une d'Academ cette semaine, sans surprise, c'est bien sûr l'actualité politique qui domine à moins d'une semaine désormais du premier tour des élections législatives avec les enjeux que nous connaissons. Elisheva Gottverstein, vous avez choisi de revenir sur Léon Blum, grande figure de la gauche socialiste française et à laquelle le nouveau Front populaire, cette alliance qui va du Parti socialiste à l'extrême gauche des Insoumis, se réfère. Et vous nous parlez d'un aspect méconnu de la vie de Léon Blum. Tout à fait, Laurence. Dans cette période étouffante, avec cette échéance électorale angoissante qui se rapproche, j'aimerais poursuivre notre plongée dans les archives d'Academ. Vous savez que notre plateforme héberge quelques pépites. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder plusieurs émissions consacrées à la figure de Léon Blum. Ce nom-là, vous l'avez rappelé, a soudainement réémergé dans notre actualité politique et pourtant, cette figure est très peu ou très mal connue. Encore récemment, une députée mélenchoniste pouvait affirmer toute honte bue dans une interview qu'elle et ses camarades avaient un niveau et une expérience parlementaire plus élevés que celle de Léon Blum à la veille de son arrivée au pouvoir. Alors même que donc en 1936, Léon Blum comptabilisait derrière lui plus de 16 années d'expérience et dirigeait le groupe de la SFIO. Il n'est donc pas inutile de nous intéresser à l'homme, Léon Blum. Mon collègue Youssef Morciano avait déjà évoqué cette figure dans sa dimension juive et socialiste la semaine dernière à cette antenne. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre aspect de Léon Blum. J'aimerais vous parler de Léon Blum sioniste. Avishag Zafrani recevait à Academ en 2021 deux spécialistes de Léon Blum, le philosophe Milo Lévy-Bruhl et le haut fonctionnaire Frédéric Sala-Barou. Cette émission est extrêmement intéressante car elle permet de découvrir le personnage de Léon Blum, ses engagements et surtout, il montrait que sa condition juive était déterminante dans son engagement politique. D'abord, car son entrée en politique se fait à partir de l'affaire Dreyfus. Milo Lévy-Bruhl rappelait que ça n'était pas du tout naturel pour Léon Blum. Il était issu d'un milieu bourgeois, juif, israélite, disait-on, lettré, mais rétif à l'engagement dreyfusard. Et c'est finalement une figure non juive de son entourage, l'intellectuel Lucien R, qui va le convaincre qu'il y avait là une injustice antisémite. Et dès lors, ce qui anime Léon Blum, c'est la passion de la justice. Passion de la justice qui est intrinsèquement liée à sa judéité, comme le montrent les deux spécialistes. Léon Blum est un homme qui a subi l'antisémitisme sa vie durant. Il était l'homme politique le plus détesté de France. Il était la cible d'un antisémitisme qui venait de la droite, de l'extrême droite, des communistes, de partout. Il s'est même fait lyncher dans une agression antisémite dans laquelle il a failli perdre sa vie. Et puis, pendant la guerre, il a été fait otage et a survécu miraculeusement. Et à ce propos, j'ajouterai un mot sur son frère René Blum. J'avais d'ailleurs reçu l'année dernière l'auteur Aurélien Cresly qui avait consacré un récit biographique à cet homme, au jeune frère de Léon Blum, à René Blum. Ça s'intitulait « Par-delà l'oubli ». René Blum était un directeur artistique, un homme de culture qui était aux États-Unis quand la guerre a éclaté et qui a choisi de rentrer en France par pur patriotisme, pour ne pas qu'on puisse dire qu'un Blum fuyait devant l'ennemi. Et René Blum a finalement été arrêté, raflé lors de la rafle des notables, déporté. Et parce qu'il était le frère du juif Léon Blum, il a été assassiné par les nazis dans des conditions particulièrement cruelles. Voilà très rapidement quelques éléments à connaître donc sur Léon Blum, l'antisémitisme qu'il a subi, la passion de la justice ou, comme le disait Robert Badinter dans une conférence magnifique également en ligne sur notre plateforme que j'engage nos auditeurs à aller écouter, la religion de la justice. Religion de la justice qui trouvait sa source dans l'engagement dreyfusard. D'ailleurs, dans cette conférence, Robert Badinter racontait que, à la veille des élections qui vont donc le conduire à diriger le pays, l'enjeu est donc l'union des gauches dans une période extrêmement critique. Eh bien, que fait Léon Blum ? Il choisit de s'isoler et d'aller écrire ses souvenirs de l'affaire Dreyfus.
Et pour finir, donc, un élément encore moins connu. Léon Blum était un juif sioniste. Alors, à l'heure actuelle, où à gauche sioniste est devenue une insulte, à l'heure où la gauche s'est unie derrière la figure de Léon Blum, eh bien, ça me paraît particulièrement important de rappeler que Léon Blum était un juif sioniste. D'ailleurs, il y a un kibboutz en Israël qui porte son nom, le Kfar Blum. Et je vous propose d'écouter un extrait des spécialistes de Léon Blum qui décrivent son sionisme. Dans sa génération, il est le seul à être sioniste tôt. Tous les autres considèrent que c'est une idée non républicaine et rejetée. Le seul qui comprenne dans sa sensibilité que le sionisme est quelque chose d'essentiel, c'est Blum. Et d'ailleurs, il ne fait pas le partage, il ne se dit pas il faut choisir entre être français juif et sioniste. Oui. Très tôt, dès 1926, il préside l'association sioniste française ou l'équivalent et va s'engager. Donc pour lui, le sionisme, c'est la terre pour les juifs qui n'ont pas de nation, alors que lui a la sienne. Donc tout ça est très naturel. Et au fond beaucoup plus intelligent que beaucoup de ses contemporains par rapport à ça. Tout à fait, mais le point important, c'est vrai, il y a une proximité énorme entre Blum et Weizmann pendant tout l'entre-deux-guerres. Même quand pendant la Première Guerre mondiale, Blum est au cabinet de Marcel Samba et il participe aux réunions qui vont ensuite mener à la déclaration de Balfour, etc. Donc il y a un engagement très précoce et constant. Et c'est un engagement qui est aussi lié au fait que le sionisme avec lequel il est en lien est un sionisme socialiste. Oui. Et donc pour Blum, il y a la légitimité pour le peuple juif qui n'aurait pas trouvé de peuple, pour les juifs qui n'auraient pas trouvé de peuple dans lesquels prendre leur place comme lui a pu le faire en France, d'avoir leur propre État. C'est un sionisme politique chez Blum, c'est pas un sionisme culturel, donc c'est très important. Et puis il y a l'idée que ce peuple qui va avoir son État et donc pouvoir s'installer va participer ensuite de l'internationalisme socialiste dont lui rêve. Donc de ces deux points de vue-là, comme point de départ et comme point d'aboutissement, il défend le sionisme et il considère en le faisant que c'est son devoir de juif mais aussi de français et de socialiste. C'est vraiment intéressant parce que ça montre par rapport aux interrogations sur Blum, est-ce que Blum a vraiment une part de judaïsme et au fond est-ce que c'est un socialiste très profond et très important. De ce que vous dites, moi c'est ma conviction aussi après avoir travaillé sur le personnage, c'est qu'il était extrêmement juif et extrêmement socialiste. Voilà le grand Léon Blum qui fut en son temps donc un grand défenseur de la cause sioniste. Je me tourne à présent vers vous, Youssef Murciano. Alors que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, il y a des éléments qu'il est important d'avoir et de conserver en tête. Oui, alors cette semaine, je voulais commencer par quelque chose d'un peu plus didactique, d'un petit jeu. Okay, j'ai prévenu personne, mais bon, j'espère que ça va passer. Quelque chose d'un peu différent. J'aurais aimé donc jouer avec tous les auditeurs, mais c'est pas possible, quoi. Donc, j'ai créé une sorte de petit blind test acadème, une ambiance blind test mais acadème. Je lance un extrait, tout le monde l'écoute attentivement, et vous me dites de qui l'intervenant parle, de quelle mouvance politique on parle. De manière générale, ce qu'on peut ranger sous ce plus petit dénominateur commun de populisme, évidemment, c'est un discours anti-système, anti-élite, très méfiant à l'égard de la démocratie parlementaire et du parlementarisme, même si ce sont des mouvements qui aiment à se réclamer de la République, mais avec une méfiance instinctive à l'égard de la représentation parlementaire, puisque il y a un appel à la démocratie directe qui est très accentué dans ces mouvements-là, c'est-à-dire que il s'agit de renouer avec une forme de république référendaire ou plébiscitaire, et que les représentants élus sont souvent suspects de trahir la volonté générale au profit d'intérêts particuliers. C'est un vieux discours qui remonte au robespierrisme, voire au contractualisme rousseauiste, et qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans le Front National et dans d'autres mouvements populistes et xénophobes européens. Bon, alors l'extrait a été coupé un tout petit peu trop tard, c'est vraiment dommage, mais on entend quand même. Robespierre, du coup, moi, ça me fait penser à LFI. On est d'accord. Le RIC, le référendum d'initiative citoyen, c'est aussi une des mesures de l'extrême gauche, etc. Et pourtant, j'avoue que j'ai hésité. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça qui. Oui, mais Robespierre, du coup. C'est ça qui m'a frappé en écoutant l'extrait, parce que je me suis dit, mais c'est terrible, ça marche pour les deux. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais absolument qu'on écoute cet extrait, qui est un extrait d'un entretien acadème de Grégoire Kaufmann, qui a été interviewé en 2016 par Antoine Mercier. Et donc,
Il parle donc d'extrême droite pendant tout cet entretien. Et ce matin, j'ai réécouté plusieurs fois l'extrait pour en être sûr. Et voilà, c'est le sujet que je voulais aborder ce midi. Depuis 2017, partout en Europe, on utilise le mot populisme à toutes les sauces pour parler d'extrême droite et d'extrême gauche. Il résonne ce mot. Et c'est ce genre de mot qu'on n'arrive pas vraiment à qualifier, mais qui fait le pont entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors récemment, l'espace politique, il est saturé en fait de ces accointances entre les deux extrêmes. J'ai 2 exemples qui font à la fois rire et pleurer, qui nous concernent directement et que je voulais rappeler au micro de RCJ. D'abord, souvenez-vous, il y a quelques mois, nous parlions tous de ce drapeau palestinien qui avait recouvert les escaliers géants à Nantes. Ce drapeau qui avait été aussi, avec lequel une autre association juive, Nous Vivrons, avait mis le drapeau d'Israël à côté. Juste avant l'action Nous Vivrons, il y a un groupuscule qu'on n'a pas su qui était ce groupuscule-là, qui avait dessiné sur le rouge du drapeau palestinien une croix celtique, qui est un symbole néo-nazi. Alors, on s'était tous dit à ce moment-là, en fait, c'est l'extrême droite qui est énervée contre les pro-palestiniens. Et bien, figurez-vous que quelques heures après la peinture sur cet escalier, le GUD, le groupe Union Défense, groupuscule d'extrême droite, extrêmement connu, ressortait un de ses vieux slogans, de Paris à Gaza, Intifada, avec cette photo du drapeau palestinien orné du symbole néo-nazi, la croix celtique. Autre exemple, encore plus parlant si c'est possible. Le 25 octobre, comme chaque semaine, est publié l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Okay, on connaît, accusé d'antisémitisme très souvent, et souvent dans son édito qui est écrit par son directeur, Jérôme Bourbon, lui aussi bien connu des tribunaux, largement accusé d'antisémitisme et de racisme. Il écrit dans son édito du 25 octobre « Jean-Luc Mélenchon refuse avec un certain courage, et même un courage certain, de s'aligner inconditionnellement sur l'entité sioniste et de cautionner les crimes abominables commis ces dernières semaines de manière incessante par le gouvernement israélien. » Et il continue, Jérôme Bourbon, en comparant Jean-Luc Mélenchon à Jean-Marie Le Pen. Il considère donc que la débâcle médiatique que subit Jean-Luc Mélenchon au lendemain de la riposte israélienne le 25 octobre, etc., ressemble à la débâcle médiatique qu'avait subi Jean-Marie Le Pen lorsqu'il avait sorti cette phrase du détail des chambres à gaz sont le détail de l'histoire. Alors, évidemment, je vous vois tous venir. Vous allez me dire qu'entre extrême droite et extrême gauche, ce qui rassemble, c'est l'antisémitisme. Mais alors la chose est quand même plus complexe que ça. Jean-Pierre Faye parlait en 2002 dans son livre « Le siècle des idéologies » de la théorie du fer à cheval. Vous voyez la forme d'un fer à cheval. À l'origine, on parlait déjà des communistes allemands de 1933 qui étaient fascinés par le mouvement nazi. Mais la théorie du fer à cheval, elle s'applique depuis et s'observe à différentes échelles. En France, il y a une personnalité que la communauté juive connaît bien qui incarne cette théorie à merveille, c'est la personnalité d'Alain Soral. On le voit se balader avec des t-shirts avec écrit « Goy », comme une revendication d'un antisémitisme auquel il s'identifie, ou des t-shirts avec la faucille et le marteau. Voilà. Il a été proche du FN à partir des années 2000, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que juste avant, dans les années 90, il était plutôt proche du Parti communiste français, du PCF, auquel il dit sans aucun problème qu'il y a milité. Ensuite, il a monté le média qu'on connaît, le média Égalité et Réconciliation, là encore avec des anciens du GUD, vous savez, les mêmes qui disent de Paris à Gaza, Intifada. Bon, je ne vais pas vous détailler tout son parcours, mais il est aujourd'hui connu comme étant un identitaire, voilà, c'est souvent ce qu'on dit sur lui, ou alors un essayiste d'extrême gauche. D'extrême droite, oula, lapsus. Et mince, il fait exprès. Alors, vous me direz que c'est un parcours, une trajectoire, et que les gens changent, et que souvent on part d'un point A pour arriver à un point B, c'est un parcours, etc. Pourtant, même encore aujourd'hui, il y a quelques mois, le député LFI David Guiraud, qui disait, donc un député, on est d'accord, de gauche, qui disait publiquement qu'il s'était politisé sur le conflit israélo-palestinien via du contenu soralien, via les vidéos de contre-culture du média de Soral, ou alors d'égalité et réconciliation. Alors, si vous voulez plus d'infos sur le député David Guiraud et les attaques antisémites contre les dragons célestes, qu'on serait un peuple qui contrôle le monde tout en secret, le genre de lobby qu'on aime bien, vous pouvez retrouver donc une nouvelle capsule de Jonas Pardo à la une d'Acadème sur le sujet des dragons célestes précisément.
Bref, aujourd'hui encore, les ponts entre extrême gauche et extrême droite sont partout dans notre espace public, et c'est un fait central à garder en tête dans cette période de flou politique. Les boussoles, elles existent, donc ne les laissons pas au grenier.